بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc là on va voir Inch'Allah quel est le jugement de s'affilier à un madhab et quelle est la meilleure méthodologie pour apprendre la jurisprudence, le fiqh. Est-ce que c'est avec le madhab ou pas? Donc Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, il dit sur le fait de s'affilier à un madhab, à une école juridique, il dit le fait de suivre une école juridique parmi les 4 écoles juridiques connues de la Sunna, qui sont restées préservées, retranscrites entre les musulmans, il dit le fait de s'affilier à l'une de celles-ci, de ces 4 écoles, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal de s'affilier à une des écoles juridiques. Et le fait, ainsi que ces appellations, le fait de dire al-Maliki, al-Hanbali, al-Shafi'i, al-Hanafi, ces appellations-là n'ont cessé d'être utilisées depuis longtemps entre les savants, même les grands savants. Par exemple, on dit Ibn Taymiyyah al-Hanbali, Ibn Abd al-Barr al-Maliki, Ibn Hajar, l'imam Ibn Hajar, al-Shafi'i, etc. Donc c'était connu ça. Donc le fait de s'affilier à une école juridique, il n'y a pas de mal en cela. Le cheikh il dit à condition que la personne ne se limite pas à cette école juridique en adhérant à toute opinion, qu'elle soit en accord avec la vérité ou non. Donc voilà, le cheikh il dit ça, Cheikh Salah Al-Fawzan, ainsi que tous les savants. Et tu t'affilies au madhab, il n'y a pas de problème. Les grands savants ils se sont affiliés à une des écoles juridiques depuis l'époque. Mais cela ne veut pas dire que tu dois prendre tous les avis juridiques de cette école, même si tu es affilié à celle-ci. S'il te paraît que la vérité est dans une autre école, dans un autre avis, tu dois délaisser l'avis que tu as appris dans cette école-là pour l'autre avis. Pourquoi? Car il t'est apparu, selon toi, que la vérité est dans l'autre avis de l'autre école, de tel savant. Donc ici, tu dois délaisser l'avis que tu as appris dans l'école juridique. Donc c'est ça la condition. C'est pas parce que tu es affilié à une école juridique que tu dois tout prendre. Même les avis qui sont pas prépondérants, bien qui sont faibles, etc., tu les prends quand même et tu les pratiques, non? À partir du moment où il t'est apparu que la vérité est dans un autre avis d'une autre école, alors ici, là, tu délaisses l'avis que tu as appris dans l'école où tu es affilié. Donc voilà ce qu'il dit Cheikh Salah Al-Fawzan par rapport à ça. Quant à la méthodologie, donc le fait de dire déjà qu'il n'y a pas, que je suis contre, il n'y a pas de madhab. Moi, je prends directement des sources. Moi, c'est le suivi du Coran et de la Sunna selon la compréhension des plus prédécesseurs. Mais je suis contre madhab, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis la preuve, je suis la source directement, je suis les preuves. Moi, je suis pas que les madhab, etc. Ça, c'est pas possible, c'est inimaginable d'étudier le fiqh en disant que moi je prends de la preuve. Je prends des sources. C'est pas possible. Pourquoi? C'est quoi le madhab? C'est quoi l'école juridique? Le madhab, c'est quoi? C'est une méthodologie. C'est une méthodologie, c'est ça le madhab. Ça veut dire une méthodologie. C'est une méthodologie de compréhension de ce que veut Allah et son messager. Donc si tu ne suis pas un madhab dans ton apprentissage du fiqh, tu vas tomber dans l'absence de méthodologie. Et l'absence de méthodologie, c'est cela le désordre. C'est l'essence du désordre. Donc le fait de dire madhab maliki, hanafite, hanbalite, shafi'ite, dans l'aspect historique, il ne s'agit que d'un héritage des méthodes de compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a transmis à ses compagnons justement. Donc dire moi
je suis le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons, ou bien la compréhension des plus prédécesseurs. Mais comment prend-on justement cette compréhension des compagnons? Où la trouve-t-on? Cette compréhension des compagnons, des textes, du Coran et de la Sunna. Bien ce qui s'est passé, comme on l'a cité précédemment, ce qui s'est passé à l'époque des compagnons, il y a eu des écoles instituées par des compagnons reconnus par leur savoir. Des écoles dans la compréhension, avec des efforts d'interprétation des textes, et des recherches de rapprochement, et des mises en évidence des priorités, etc. Donc ces écoles-là, qui étaient mises en place à l'époque des compagnons justement reconnus par le savoir, ces écoles-là, donc, ou ces courants, ou appelle-les comme tu veux, elles sont développées à l'époque des tabi'in, de leurs suiveurs, de la génération qui est venue après les compagnons, qui s'appelle la génération des tabi'in, des suiveurs des compagnons. Ces écoles-là, elles ont été développées pour devenir ainsi des écoles juridiques qu'on connaît maintenant. Donc le madhab maliki n'est au final qu'un résumé d'une des écoles des compagnons, dans la compréhension de ce que veut Allah et son messager. Et de même pour le madhab hanafi, shafi'ite, hanbalite, etc. Donc tous ces madhabs-là ne sont que des fruits de la compréhension des compagnons. Et ça, on l'a déjà cité dans un audio précédent. Et donc ces savants-là, après les compagnons, les tabi'in, puis après la génération d'après, ils ont fait quoi? Ils ont réuni les avis juridiques des compagnons. Ils ont réuni les avis juridiques et les branches héritées des compagnons sous la forme de règles. Ils en ont fait des règles après. Et ces règles-là sont devenues justement les fondements de l'école. Les règles-là, qui ont été héritées des compagnons, de leur compréhension, ont été faites sous forme de règles qui sont devenues les fondements justement de l'école. Par exemple, les fondements de l'école malikite, ou hanafite, ou hanbalite. Les fondements, c'est ça, usul fiqh. C'est les fondements de l'école, usul fiqh. C'est les fondements, les bases, les règles générales. Et c'est cela le madhab, c'est ça le madhab. C'est les fondements et la méthodologie de l'école. Quant aux avis juridiques de l'école, les furu'h, on dit les furu'h, les branches jurisprudentielles ou bien les avis jurisprudentiels, les questions jurisprudentielles, le fait, c'est-à-dire l'appartenance, le fait de s'affilier aux branches ou bien aux avis juridiques, aux avis juridiques du madhab, ça c'est pas obligatoire. Quand on dit le madhab malikite par exemple, dans la réalité c'est quoi? C'est nous parlons de la méthodologie de l'imam Malik, de comprendre ce que veut Allah et son messager. C'est ça, c'est la méthodologie de l'imam Malik, de comprendre ce que veut Allah et son messager. Et comme on l'a dit là, cette méthodologie-là, dans la compréhension, elle a été extraite de la compréhension des compagnons, comme on l'a cité précédemment. Et donc et si on disait que le madhab, c'est juste de s'affilier aux avis juridiques de l'école, alors Ibn Qasim, qui est le plus grand élève de l'imam Malik, aurait eu un autre madhab que l'imam Malik, car il n'a pas pris l'ensemble des avis juridiques de l'imam Malik. Et pareil les autres savants, comme Ibn Majishun, qui est un grand savant malikite, pareil le Qadi Iyad. Ils ont divergé avec l'imam Malik dans certains avis juridiques, ils n'ont pas tout pris. Comme ils disent certains malikites, ils disent « Nous ne sommes pas des esclaves de Malik » dans les avis juridiques. Donc ils peuvent diverger par rapport à lui dans certains avis juridiques. Ce qui est arrivé souvent. Et malgré cela, ils sont restés quand même malikites. Pourquoi? Car ils ont œuvré tout en restant avec les mêmes fondements que l'imam Malik et la même méthodologie que l'imam Malik dans la compréhension des textes. C'est ça qui compte. C'est pas parce que moi après je diverge avec l'imam Malik ou dans certains avis juridiques, je vois que la vérité elle est ailleurs, que je suis plus malikite par exemple. Non, du moment que moi j'œuvre selon les fondements de l'imam Malik et la méthodologie dans la compréhension des textes de l'imam Malik, c'est ça qui compte, c'est ça le madhab. Même si je diverge après dans certains avis juridiques, dans les branches, dans le furu'. L'essentiel c'est l'usul. Donc le madhab, c'est quoi? C'est le fondement comme on a dit. C'est la méthodologie et les fondements de l'école.
et les branches jurisprudentielles, et les avis juridiques de l'école sont des résultats justement de ces fondements-là et de cette méthodologie-là. Donc, suivant la méthodologie de l'école et les fondements et les bases de l'école et les règles générales de l'école, va en découler justement les avis juridiques. Et les 4 écoles, ils ont pas tous les mêmes fondements et les mêmes méthodologies. Donc forcément, dans les avis juridiques et les branches jurisprudentielles, il y aura des divergences. Pourquoi? En fonction justement de la base, des usul, du madhab et de la méthodologie, qui justement ont été pris des compagnons. Et chaque compagnon avait sa propre méthode, comme on l'a cité déjà plusieurs fois. Donc la divergence au niveau de l'avis, dans le madhab, moi je diverge avec l'imam Malik, par exemple, dans un avis, dans le madhab maliki, je ne suis pas d'accord. Parce que selon moi, la vérité, elle est dans un autre avis, un autre madhab. Ça ne sort pas la personne du madhab, de l'école. Mais ce qui la sort du madhab est la divergence dans les fondements et la méthodologie. Et voilà. Donc pour arriver à la conclusion, que tu viennes avec une compréhension des textes, comme le prétendent certaines personnes aujourd'hui, sans aucun madhab, sans aucun madhab. Et on a expliqué que le madhab, c'est la méthodologie et une manière de comprendre les textes. Par exemple, c'est une manière de comprendre les textes, soit par exemple, soit par une argumentation linguistique, comme dans beaucoup d'avis de l'imam Shafi'i, par exemple l'école Shafi'i, pour comprendre les textes, il se basait souvent sur la langue arabe. Pour comprendre les textes. Il se basait souvent sur la langue arabe. Il avait un penchant sur ça. Ou bien, parmi les manières de comprendre les textes, d'avoir une argumentation basée sur la tradition, sur la sunna. Comme chez l'imam Malik, par exemple. Il était beaucoup accroché à la tradition, les textes traditionnels. Mais il mettait en relation cela avec des règles fondamentales. Ce qui distinguait justement l'imam Malik. Car l'imam Malik, il reliait les textes, justement, traditionnels, la sunna, etc., avec les règles fondamentales. Il les reliait avec ces règles fondamentales. Alors que Ahmed, par exemple, lui, il utilisait, par exemple, les textes traditionnels ou bien les hadiths sans revenir trop à des règles fondamentales. Et donc, il généralisait beaucoup dans les textes. Il avait beaucoup de généralités. Donc, c'est pour ça qu'il voyait beaucoup d'obligations et d'interdictions. Parce que lui, il généralisait plus que l'imam Malik. L'imam Malik, lui, il comprenait les textes, il prenait les textes, mais il les reliait à des règles fondamentales. Ce qui change le jugement ici. Contrairement à l'imam Ahmed, par exemple. Comme on a dit. Lui, il généralisait beaucoup. Il était moins dans les règles fondamentales que l'imam Malik sur certains points. Donc il y avait beaucoup d'obligations et d'interdictions dans son école. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'avis, dans ses avis, des obligations et des interdictions, plus que chez les autres écoles. Ou bien, par exemple, dans le madhab hanafite, ils ont une forte tendance, Abu Hanifa, il avait une forte tendance pour le qiyas, ce qui est le raisonnement analogique. Il avait un fort appui sur les fondements rationnels, sur la raison, sur l'analogie, le qiyas. Et c'est justement ces fondements rationnels qu'il avait. Il ne faut pas penser que l'imam Abu Hanifa utilisait sa raison comme ça sans revenir au texte. Ça, c'est faux de penser comme ça. Les fondements rationnels chez Abu Hanifa sont extraits des fondements textuels, justement. Ces fondements rationnels chez Abu Hanifa sont extraits des fondements textuels, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire qu'il réunissait les textes, les versets et les hadiths, par exemple, qu'il avait, et à partir de cela, il extrait une règle générale. Et cette règle générale-là devient une base juridique analogique, rationnelle, qui peut être utilisée après pour faire des jugements.
Par exemple, parmi les règles chez les Hanafites, Abu Hanifa, il utilisait justement cette règle-là, cette règle générale, analogique, justement, qu'il a extrait justement des fondements textuels, et il privilégiait justement cette règle-là, qu'il a pris rationnelle, il a, il a privilégié un hadith isolé, un hadith ahad. C'est quoi un hadith ahad? Un hadith isolé, c'est quand le hadith est rapporté d'une seule chaîne de transmission. Il n'a pas plusieurs chaînes de transmission. Il y a un hadith, ce hadith-là est rapporté juste d'une seule chaîne de transmission, et pas plusieurs. Donc ça s'appelle un hadith isolé. Même s'il est authentique. Eux, ils appellent ça comme ça, un hadith ahad. Donc Abu Hanifa, il privilégiait justement cette règle générale ou cette base juridique rationnelle, analogique, sur les hadiths ahad. Car selon lui, cette règle générale-là, justement, analogique, qu'il a extrait des textes, est représentée par un ensemble de textes. Alors que ce hadith ahad-là, ce hadith isolé, qui est rapporté par une seule chaîne de transmission et pas plus, est représenté par un seul texte. Donc lui, vous voyez que à partir du moment où moi j'ai ramené une règle qui est basée, une règle analogique, c'est-à-dire rationnelle, qui est basée sur plusieurs textes et pas un, alors je privilégie cette règle-là à un hadith authentique, mais qui est isolé. Pourquoi? Parce que ma règle-là, elle est basée sur plusieurs hadiths et non sur un hadith isolé. Donc ceci prévaut sur cela. Et donc en fonction de cette règle-là, va en déduire, au résulté, un avis juridique qui va être différent de l'avis dans l'autre école, car l'autre école ne voit pas justement la règle d'Abu Hanifa. Donc c'est ça le madhab, c'est les fondements, c'est la méthodologie. Et ces quatre madhabs-là ont été corrigés, ont été travaillés en plus de ça. Ont été corrigés, travaillés, organisés, ordonnés, et cela depuis 14 siècles. Donc le fait de ne pas étudier avec un madhab, c'est comme dire je travaille sans méthodologie. C'est exactement pareil. Parce que ce qui est logique, c'est impossible d'appliquer le Coran et la Sunna, c'est-à-dire dans le monde réel, sans passer par la compréhension avant. C'est pas possible. Tu peux appliquer le Coran et la Sunna sans que cela passe d'abord par une compréhension du kitab, du Coran et de la Sunna, puis après application. Ça c'est logique. Donc toi, quand tu prends pas, t'étudies pas un madhab, une école juridique, c'est-à-dire leur méthodologie, leur compréhension, qui est basée justement, comme on a dit, sur la compréhension des compagnons, qui est la continuité justement de la compréhension des compagnons. Donc toi, tu vas utiliser ta propre compréhension. Donc tu auras ton propre madhab en fait. C'est ça la réalité de la chose, c'est que tu auras ton propre madhab. Donc toi, tu délaisses les quatre grandes écoles juridiques qui sont basées justement sur la compréhension des compagnons et qui a été corrigée, ordonnée, organisée, travaillée pendant 14 siècles et qui est la compréhension des plus prédécesseurs pour ta propre compréhension et ta propre école. C'est pas logique. Et comme on a dit, quand tu pratiques, toi, le Coran et la Sunna, ce n'est pas le Coran et la Sunna en réalité. Car le Coran et la Sunna, c'est des textes linguistiques. Donc ce que tu appliques, toi, dans la réalité, ce n'est pas les textes linguistiques. C'est-à-dire, ce ne sont pas les versets ou les hadiths en tant que tels. Mais c'est un acte humain. C'est un acte humain que tu vas faire. Et par exemple, quand je vais faire la prière du Asr, ma prière à moi, lorsque je fais cette prière, n'est pas la prière telle que dans le texte, dans son intégralité et sa perfection. Pourquoi? Car là, on est passé de l'abstrait, qui est le texte, le verset ou le hadith, on est passé de l'abstrait et du parfait à l'expérimentation humaine,
qui peut être affecté justement par l'erreur, l'oubli, la fatigue, le manquement. C'est une pratique humaine. Donc quand tu dis, moi je suis le Coran et la Sunna suivant la compréhension des compagnons ou bien des prédécesseurs. Et forcément, il faut qu'il y ait une compréhension avant. Toi, ce que tu pratiques, tu ne vas pas pratiquer les textes en tant que tels. Les textes, c'est des textes linguistiques. Toi, ce sera une pratique humaine, comme on a dit, une action, une expérimentation humaine. Tu ne peux pas dire ça. Donc, tu es obligé de passer par une méthodologie, une compréhension d'abord. Tu vas prendre quelle compréhension? Tu vas prendre ta propre compréhension à toi. Et tu délaisses les 4 madhahib qui ont été travaillés pendant 14 siècles, et ordonnés, et organisés, et corrigés. Et qui, comme on a dit, est la continuité de la compréhension justement des plus prédécesseurs, c'est-à-dire des compagnons, car ils ont pris des élèves, des compagnons. Comme on a dit, ils ont hérité de leurs avis, etc. Et en ont fait des règles et des fondements dans leur école juridique. Ils se sont basés sur ça pour faire des avis juridiques et comprendre les textes. Donc toi, tu délaisses ça pour ta propre compréhension. Donc tu as un madhab toi aussi. Ça fait que toi, tu as ton propre madhab. C'est-à-dire tu as ta propre méthodologie. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Et ça, le fait de penser comme ça va créer... C'est-à-dire que de travailler comme ça, d'être dénué de toute méthodologie, cela conduira à la création de madhab indénombrables. Chacun a sa propre méthodologie de compréhension, donc chacun a son propre madhab, et c'est cela qui va créer des madhab indénombrables. Et là, c'est le désordre. Et qui dit désordre, dit discorde, débat, polémique, erreur aussi dans la pratique, beaucoup d'erreurs, fitna, etc. Après, une personne aussi peut dire, moi j'étudie le fiqh directement des sources avec un shir. Il nous enseigne un recueil de hadiths. C'est des hadiths qui sont en rapport avec justement la jurisprudence. Et on en tire de ces hadiths-là les jugements jurisprudentiels avec ce shir-là. Il nous enseigne de cette façon-là. Et moi, je ne vais pas étudier avec le madhab. Je vais étudier de cette façon-là, avec le hadith directement, avec le shir, directement de la source. Par exemple, il étudie, voilà, comme on a dit, un recueil de hadiths. Donc là, il y a un chapitre de la purification. Après, il y a les hadiths qui sont cités sous le chapitre. Et ainsi de suite. Donc quand ton shir va expliquer les points, les questions jurisprudentielles tirées des hadiths, où il y a divergence, lorsqu'il va parler à leur sujet, il va exposer ses arguments à lui. Il va exposer les arguments, les divergences. Après, il va conclure, il va dire, mais l'avis prépondérant est celui-là. Donc l'avis prépondérant chez qui? Chez qui? Chez celui qui explique, celui qui parle. Celui qui explique, c'est l'avis prépondérant chez lui, mais pas chez un autre. L'autre, il va dire non, pour moi, l'avis prépondérant, c'est cela. C'est l'avis des Shafi'ites. L'autre, il va dire non, c'est l'avis des Malikites. L'autre, il va dire non, c'est l'avis d'un tel. Donc là, quand il va ramener ce shir, quand vous allez étudier chez lui, il va vous ramener l'avis prépondérant pour lui. Donc il va t'enseigner ça. Donc là, tu étudies donc le fiqh selon un madhab, c'est-à-dire le madhab de cet homme-là aussi. Pourquoi? Parce que tu prends justement son avis prépondérant de lui. Donc là, tu dis que j'étudie pas avec un madhab, j'étudie directement des sources avec un shir. Mais là, tu étudies le madhab de ce shir-là, ce qui te ramène son avis prépondérant à lui, pour lui. Donc là, tu te dis le madhab de cet homme-là. Donc là, tu vois? C'est ça, quand tu t'attaches aux avis d'un homme, et aux avis prépondérants d'un shir, ça c'est le fiqh, celui qui a opté pour un avis. Après tu dis, non, tu t'imagines étudier le fiqh sans t'attacher à un madhab. Tu t'attaches à un madhab quand tu fais ça. Mais c'est juste que tu ne t'en rends pas compte, en fait. Toi, tu ressens que tu ne t'attaches pas à un madhab, alors qu'en fait, c'est le contraire. Les autres s'attachent à un homme qui est mort en 179 de l'Hégire,
qui est Malik, l'imam Malik. Eux, ils s'attachent au madhab de l'imam Malik, qui est tiré de la compréhension justement des compagnons, et qui a des fondements, et une méthodologie, et qui a été corrigée, travaillée pendant des siècles. Ils s'attachent à ce madhab-là, cette méthodologie. Alors que toi, tu t'attaches à un homme qui est des contemporain, un shir contemporain de ce siècle-là. Vous voyez la différence? Donc même s'il dit, moi j'étudie pas que le madhab, j'étudie directement des sources avec un shir, à travers un recueil de hadiths, on va étudier les hadiths dans la jurisprudence, on va tirer les questions jurisprudentielles, mais toi tu vas prendre l'avis de ton shir là. Donc ça c'est le madhab de ton shir en fait. Donc tu peux pas t'imaginer étudier son madhab. Car ici tu vas être attaché à un shir qui t'enseigne. Donc tu es attaché à un madhab justement, au madhab de ton shir. Et ce shir-là l'est aussi. Il s'attache à celui qui l'a enseigné aussi. Qu'il s'attache, qu'il soit attaché à un des 4 madhahib, à une des 4 écoles connues chez les gens de la sunna ou non. L'essentiel, c'est que même ton shir-là est attaché à un madhab. Donc toi, tu crois que le fait que tu ne t'attaches pas à un des 4 madhab connus fait de toi une personne qui ne s'attache pas à un madhab? Non. C'est une erreur, ça, de penser comme ça. Parce que là, tu penses que quand un shir te dit l'avis prépondérant sur ce point, là, c'est l'avis des malikites. Et sur l'autre point, l'avis prépondérant, là, c'est l'avis des hanbalites. Ici, tu es attaché au madhab de celui qui te donne l'avis prépondérant. Donc là, tu es attaché à un madhab, même si tu n'es pas attaché aux 4 madhahib. C'est celui qui te donne l'avis prépondérant. Donc c'est inconcevable et inimaginable qu'un étudiant qui étudie le fiqh ne s'attache pas à un madhab. Qu'il s'attache à une des 4 écoles juridiques de la sunna connues, ou bien le madhab de son shir. C'est pas possible. Donc le fait de dire moi, je suis le Coran et la sunna suivant la compréhension des compagnons, et j'étudie sans madhab, c'est pas possible. C'est inconcevable. C'est pas possible. Si tu délaisses les 4 écoles juridiques connues, tu vas prendre le madhab de ton shir. Celui qui te donne les avis prépondérants dans son cours. Donc c'est inconcevable. Donc autant justement revenir aux 4 écoles juridiques connues, qui a été corrigée depuis 14 siècles, travaillée, ordonnée, et qui est la continuité en plus de la compréhension des compagnons, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Toi-même tu dis, je suis le Coran et la Sunna suivant la compréhension des compagnons. Et la compréhension des compagnons, justement, elle se trouve dans les 4 écoles juridiques reconnues chez les gens de la Sunna. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.